Salut à tous. Aujourd'hui, nous passons en revue, nous commençons en fait à passer en revue les personnages de la gamme Master of the Universe Origin en détail un par un, avec les figurines loose y compris. C'est pas parce que je commence avec le blister en main que... Alors donc dans la vidéo précédente, on voyait justement une review de la gamme en blister, les 6 figurines une par une. Et donc là, voilà, on commence avec Musclor. Et puis on va faire quelques comparaisons. Et puis on va surtout s'intéresser à la figurine loose en elle-même, en fait. Voilà. Donc ça, on l'a déjà vu rapidement. Je vais pas trop m'attarder dessus. J'aime bien, j'adore même cette illustration où on voit retrouver justement Musclor, Iman, quel que soit son nom, devant le château des ombres. Et qui est un petit peu mythique. Ça va être une des reproches que je vais apporter au mini-comics qui est derrière, en fait. Alors là, on va déjà comparer la carte. Donc moi, en fait, là, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà en loose. J'ouvre les blisters, en fait, en passant un cutter pour séparer la bulle de la carte. On peut voir, en fait, le résultat ici. En dehors de quelques écorchures, on arrache un peu l'arrière, mais voilà, c'est beaucoup plus facile à conserver. Et puis voilà. Alors attention, hein, je suis pas pro Amazon, mais à l'époque où c'est sorti, celle-ci, je me souviens l'avoir commandée sur Amazon US pour le recevoir rapidement. Et c'est vrai qu'Amazon, je me souviens que c'est dans un petit carton et que la carte était pliée. Le mini comics, là, j'ai choisi celle pour illustrer, hein, c'est dedans, je vais pas trop en parler. Mais oui, c'est celle version US. Et donc, ce que je reproche justement à ce mini-comics, c'est qu'il est pas fou en fait. Et j'aurais préféré avoir une histoire épique comme on l'a eu dans le premier mini-comics. Voilà, pour comparer, la première comparaison que je vais faire, c'est avec ça. Alors, c'est pas un original, hein, c'est les éditions commémoratives de 2000. C'est une figurine magnifique, c'est un blister voilà. Je voulais vraiment qu'on regarde ces deux blisters, qu'on puisse comparer ces deux blisters. Ce que j'aime, c'est sur les origines, c'est que le blister, voilà, je ne saurais pas trop comment dire, mais on a travaillé là-dessus afin qu'on puisse plus facilement l'exposer. Moi, ces blisters-là, forcément, je les mets sur des pieds, en fait, des choses qui tiennent les livres. Hop. Ces figurines étaient super. Alors, d'après les recherches que j'ai faites, en fait, les maîtres de l'univers ont bénéficié de la seconde gamme qui a vu une réédition après que Hasbro ait racheté Kenner. Ils avaient fait une réédition des figurines Star Wars. Je crois que ça date de 94, en fait, juste avant la gamme Power of the Force 2, qui était là pour supporter ou profiter un peu de l'engouement de l'édition spéciale de Star Wars, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier cardback art. Avec les bons vieux cross-sell art. Ce que j'expliquais aussi dans la vidéo sur les blisters, voilà, ces carrés-là, je parlais de ça. Qui parle un peu de la motricité du fameux twist weight and he swing back with a punch. Donc tourner sa taille et il va revenir avec un coup de poing. Ça, c'est un des grands trucs qui va manquer sur les figurines Origins. Ouais. Moi, ça me pardon. Ça, c'est quelque chose que je trouvais vraiment super, et c'est ça qui faisait la différence entre une figurine maître de l'univers et un jouet lambda. Voilà. Ça, et bien entendu la taille, puisque les maîtres d'univers, en fait, ils se sont imposés sur le marché grâce à leur taille. Et grâce à ceci, d'ailleurs, en fait, je vais parler là brièvement de l'avènement de la gamme et puis de la création du personnage de Musclor. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, je crois que c'est 75-76, George Lucas essaye de placer un contrat d'exclusivité pour son futur film, connu en France sous le nom de La Guerre des Étoiles.
Donc il va voir Mattel, il va voir d'autres producteurs de jouets, et il prend coup de bambou sur coup de bambou, personne ne croit en son projet, et personne ne veut signer une gamme de jouets tirée d'un film qui est même pas fini de tourner en fait, quoi. Et lui, ça l'embête bien, parce que comme il a eu des problèmes de production, qu'il n'arrivait pas à boucler son film, il a demandé plusieurs allonges à la 20th Century Fox. Euh, et, euh, et comme gage, en fait, il a dit, ok, moi, vous me payez pas, je prends rien, je prendrai juste, je garde juste les produits sur les droits d'auteur. Donc, George Lucas avait absolument besoin de vendre ses jouets. Et Mattel a fait partie des nombreuses euh, producteurs, enfin ouais, voilà, des noms de la liste innombrable de fabricants de jouets qui a refusé le projet Star Wars. Bon, c'est Kenner, on le sait, qui a accepté. Et donc Kenner, là, j'ai pas d'exemple sous la main, mais oui, ils ont sorti des figurines de 3 pouces et dans des petits blisters noirs. Et ils ont inondé le marché avec ça, ça a bien marché. Enfin, c'est un tabac, quoi. Et du coup, Mattel, bien entendu, comme d'autres, hein, je pense, ont vraiment refusé, ont vraiment eu du mal à. Ils se sont dit là, ouais, on a raté quelque chose. Et ils avaient un CIO, c'est un PDG en fait, euh, qui voulait vraiment, comment dire, à l'aube des années 80, qui voulait redresser la barre en fait, puisque bon bah voilà, il y a la guerre des étoiles, en 81 Empire contre-attaque, on sait que 2 ans après, enfin voilà, Empire contre-attaque, on sait comment ça finit, donc voilà, on devine que George Lucas et 20th Century Fox vont poursuivre leur œuvre et continuer d'inonder le marché avec leurs figurines. Et du coup, voilà, Mattel, il faut absolument de contre-attaque. Big Jim, il est au rencard, donc il faut trouver quelque chose d'autre. Et c'est Roger Sweet qui a l'idée, en fait. En gros, il y a un de ces illustrateurs du nom de Mark Taylor qui bosse depuis pas très longtemps, je crois. On doit être en 79. Il bosse depuis pas très longtemps. Et il a un bureau, il est illustrateur, il est censé chercher des concepts. Et du coup, sur un de ses murs, il y a un poster d'un dessin qu'il a fait, inspiré soi-disant du moins, inspiré de dessins qu'il réalise depuis qu'il est tout petit, indirectement ou directement inspiré de Conan en fait. C'est le personnage de Thorak. Voilà, il a créé le personnage de Thorak, Thorak, euh, pour s'amuser. Hero of the Prehistory. C'était sur le son, là vous devez voir l'illustration, Thorak Hero of Prehistory, donc Thorak l'héros de la préhistoire. Et tout part de là en fait. Donc il y a des gens qui repèrent ce dessin-là, et ça va servir de base. Ça va inspirer le personnage de Musclor. Il y a différentes recherches qui ont été faites, la route a été longue en fait, entre oui, 79 et 82, le moment où on va retrouver les premières figurines en boutique. De Thorak, en fait, on va créer un concept. Parce qu'en gros, Thorak, c'est un barbare à la Conan. Hein. Et donc créé par Mark Taylor, qui est aujourd'hui connu comme étant le papa de Musclor. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'assume même être vraiment pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, Musclor n'a pas de papa. Musclor est un produit marketing. Et Musclor, avant d'être un héros, c'est un concept en fait. Puisque contrairement à Conan ou d'autres barbares poilus comme ça, Musclor c'est une créature magique. Musclor, il tire son pouvoir d'une épée, enfin c'est complètement différent. Et puis dans le concept, on va retrouver des lasers, des véhicules volants, de la magie, il y a de tout. C'est un concept unique, les maîtres de l'univers. Et c'est ce concept-là qu'a développé Roger Sweet, en fait. Et ça, c'est hyper important. Donc, même si ces deux personnes se détestent, ils ont créé quelque chose ensemble. Et voilà. Ce personnage, c'est Iman. Derrière ça, en fait, je sais plus qui, mais il y a eu un prototype de réalisé. Prototype Vicor, c'était un personnage qui n'avait pas d'articulation en fait. Donc celui-là, on le connaît puisqu'il a été adapté, il me semble, dans la gamme Classics. Et puis après, il y a eu un autre prototype du nom de Vicron avec deux autres alter ego, vous savez, donc celui qui a le char d'assaut et celui avec le casque de Boba Fett. Voilà.
Donc, pour la création du personnage de Musclor, vous voyez, donc j'en reste là. Pour moi, Musclor n'a pas de paternel, c'est un produit marketing et ça a très bien marché. D'ailleurs, en fait, l'idée des gros personnages, c'est vraiment pour aller en l'encontre des personnages type Star Wars, G.I. Joe, plutôt que de jouer avec une figurine représentant un gringalet qui a 2-3 pouces en fait, hein, donc à peu près 10 centimètres, même moins. On se retrouve avec un bonhomme énorme, avec des bras énormes, des jambes énormes, bodybuildé de partout, qui fait 13 centimètres et qui en plus a cette fameuse interaction, quoi. Ça, c'est génial. Voilà. Et il est beau au niveau de la sculpture et tout ça. Mattel, il faut le dire, ils ont vraiment pas les ils ont été plus loin que les autres. À l'époque, on n'avait pas de sculpture. Qu'on prenait un vieux G.I. Joe. À l'époque, on n'avait pas de sculpture comme ça sur le visage d'une figurine ou un Luke Skywalker et tout. Non, 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 une Barbie. Musclor était beau comparé aux autres. Il faut dire ce qu'il est. Il est clairement au-dessus. Et rien n'était, comment dire, euh, tout était pris au sérieux. Il y a quand même pas mal. On peut regarder sur la gamme de Kenner de chez Star Wars. Euh, Moi, je trouve que sur certains personnages, les sculptures de l'arrière sont moins soignées. C'est pas le cas sur les maîtres de l'univers. Voilà. Plus tous les accessoires, une flopée d'accessoires. Un personnage de Star Wars avait un gun ou une épée et puis basta, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Ça, c'est voilà. Et puis aussi le dernier élément marketing qui a cloué tout le monde, c'est cet énorme blister rouge. Voilà. Chiff. À côté, les petits blisters noirs de Star Wars dans les magasins de jouets. Hein, euh, bah, tu demandes à un gamin lequel il veut, le petit noir, enfin le petit blister noir ou le gros blister rouge, pardon, le gros blister rouge flamboyant. Mais oui, voilà. Et ce mini comics derrière, donc Don Gluth et Alcala, il raconte une histoire, c'est toute une épopée, c'est une bible, il est culte. C'est ce que je reproche à Bisbarrage. C'est vraiment dommage. Ok, on reprend une histoire en cours, mais ils auraient pu faire un reboot ou je sais pas. Vraiment, vraiment dommage. Alors, Don Gluth, moi, j'ai pas des griefs contre lui, mais dans les Maîtres de l'Univers, on le connaît pas bien. Il a scénarisé que 4 mini-comics, mais moi, j'ai eu des interactions avec lui. Je lui ai écrit au sujet des dinosaures, parce que c'est un paléontologue amateur, donc on a un peu la même passion. Et puis, c'est aussi un écrivain qui a notamment écrit le best-seller L'Empire contre-attaque, The Empire Strikes Back, adaptation du film de George Lucas. Voilà. Parce que George Lucas avait écrit le premier livre, mais il n'a pas dû vouloir prendre le temps d'écrire le second, donc en fait, ni le troisième d'ailleurs. On n'a pas eu. C'est pas lui qui s'est mis derrière le clavier, derrière la machine à écrire à l'époque. Voilà, on passe sur un décor de chez Filmation pour présenter notre personnage en entier, complet bien entendu, puisqu'il est pourvu d'une épée, l'épée du pouvoir. Hop. Ok, et donc maintenant, Musclor, il est passé d'une figurine 5 points d'articulation, 6 points d'articulation, pardon. 5 points, j'ai justement les figurines Star Wars. Ah là, on a du mal à compter les articulations. Hein. Là, il y a vraiment quoi faire. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple, tout de suite, hein, moi, la première fois que j'ai eu une figurine Origins en main, j'ai eu l'impression que mon personnage prenait vie, quoi. Et ça, c'est pour un collectionneur, c'était quelque chose. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec les figurines vintage, en fait. Figurine vintage, voilà, Musclor, il est bien gentil, mais ça s'arrête là, quoi. Au niveau donne des coups de hache, c'est tout, quoi. Le Origins, il apporte une nouvelle dimension. Alors, c'est pas la première gamme qui le fait, bien entendu. Hein. Derrière ça, on a eu, je sais plus comment étaient articulées les figurines de 2002, issues de la série de Mike Young, mais les classiques étaient aussi très bien articulés, même si moi, j'ai pas trop aimé le concept. Voilà. Alors, on va voir ça en détail, du coup. On a
une articulation qui est très importante au niveau, et qui est solide, hein, je vous rassure, tout va bien. Au niveau de l'épaule, le coude, et tout est à base. Alors c'est pas des rotules, hein, on est vraiment sur une articulation. Il y a une pièce de plastique qui rentre dedans et qui permet justement de faire ceci, en plus de la partie rotative qu'on va retrouver à l'intérieur de l'avant-bras par exemple. C'est la même chose ici. Hop, en détail, puisque certaines pièces se séparent, comme vous le savez. Voilà ce qui se passe. Cette partie-là, on peut la tourner une fois qu'elle est dans l'orifice. La tourner de gauche à droite, ou de haut en bas, selon la... Et puis ici aussi. Hop. Donc on va retrouver le même système ici, là, dans les genoux également. Voilà, la tête aussi se retire, et ça fait partie des choses qui est magnifique sur la gamme Origin, c'est que du coup, on va pouvoir faire ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent le mash-up, les personnaliser en fait, créer d'autres personnages à partir. Voilà, toi je te change ton pantalon, je te change la tête, et puis t'es quelqu'un d'autre. Voilà. Alors ici, ça c'est pas d'origine, c'est moi, j'ajoute quelquefois un peu de gomme blanche, de manière à limiter l'effet Bumblehead. Voilà. Ici quelques détails sur son harnais. Du coup, le harnais, pour la première fois, il a apparu sur des esquisses de chez Mark Taylor également. Voilà. Grosse innovation sur le vintage, le harnais, donc ça c'est très connu, hein, il était ficelé comme ça, donc on avait des pièces de ceinture sur les deux côtés du bras, des bretelles, quoi. Et cette pièce-là au milieu qui permet de bien maintenir le harnais. Et ici on a quelque chose de tout nouveau. Et ça c'est super. Alors, on va aussi comparer à... parce que c'est une réédition. Le He-Man Origins de 2020 et la réédition, entre guillemets, la version courante de l'édition 2019, exclusivité du San Diego Comic Con, que je vais ressortir dans quelques instants. Le bouclier. Hop, un peu plus évasé que sur les personnages vintage, le pagne. C'est simplement pour pouvoir lui donner un peu plus d'élan, un peu plus d'aisance dans ses articulations. Ici, ses articulations, au niveau des hanches, c'est des rotules. Voilà. Le tibia aussi, hop. Et enfin, une articulation à la cheville. C'est la même chose que pour les autres, sauf que là, ça s'emboîte dans le pied. Alors le visage, quelque peu controversé, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, est inspiré du design que lui avait attribué Alfredo Alcala, justement dans les comics vintage, dans les premiers comics, mini-comics, scénarisés par Don Bluth. Voilà. On peut démonter cette partie-là. Et c'est ici, je pense qu'un dispositif avec un ressort, il aurait peut-être été moins péchu que dans les vintage, mais c'était faisable. Voilà, on a préféré la partie interchangeable à un mécanisme. C'est sûr que c'est moins cher, mais je pense qu'on y perd un petit peu, c'est dommage. Parce que le twist and wait, là, c'était quelque chose de magique. La fameuse hache n'a plus le même design que celle du jouet. J'aimais bien pourtant celle du jouet. Où est-ce qu'elle est ? Hop. Mais là, du coup, on est sur quelque chose qui ressemble plus au premier dessin, toujours issu des mini-comics, des dessins de Alfredo Alcala. On remarque aussi sur les vintage ces petits points qui sont en fait des points d'insertion du plastique dans le moule. Et là, c'est beaucoup plus soigné, c'est très peu apparent. On va avoir une ligne par contre. Mais globalement, c'est bien. C'est des jouets de qualité. Voilà, là,
on est rassuré, on sait que Mattel va produire une gamme de qualité pour les maîtres d'univers Origins. Alors, l'épée vintage, comme on le sait tous, je vais passer la mienne, hop, était, donc voilà encore un point était, comment dire, en deux parties. Et on garde ici la même chose, le même concept, un peu plus élaboré et plus propre aussi. Quelquefois, les épées vintage s'ajustaient pas bien. Là, on va vraiment avoir quelque chose de qualitatif et c'est super. Voilà. Pour vous montrer l'exemple, voici celle de Skeletor. Qui est donc l'épée femelle, dans laquelle va s'imbriquer celle de Musclor. Voilà. Et elle s'imbrique parfaitement. C'est super. Et après, on peut la ranger dans... C'est pas un holster, mais ouais, ça va là-dedans. Pour que Musclor puisse la sortir. Ici, on retrouve notre personnage de 2019. Dans le pactage de 2019, il avait deux têtes. Il avait la tête Alcala et une tête ressemblant à la figurine vintage. Bien que les traits sont moins prononcés, c'est dommage. Mais de toute façon, je crois pas que Mattel cherche à réaliser exactement la même chose. Hein. Et puis je suis pas sûr qu'il peut y arriver, car les techniques et les plastiques utilisés sont différents. Là, on est que sur des plastiques durs. On se souvient d'ailleurs de Thunder Punchy Man, qui était déjà en plastique dur pour la tête. Il y avait beaucoup moins ces traits étaient beaucoup moins définis. Alors à moins qu'un jour Mattel décide de repasser sur des soft heads, on ne reverra pas de belles choses comme ça, et ça m'étonnerait parce que soft head, je pense ils auraient des problèmes pour la tête, pour qu'elle tienne bien au niveau du cou. Voilà. Ça soit bien emboîté, pardon. On va retrouver ici, hop, 2020 Mattel, et puis après, ouais, Made in China, avec les codes. Non, globalement, par rapport à celle de 2019, c'est la même chose. Hein. Sauf que on n'a pas ce couteau, la petite dague ou poignard dans la botte, qui était issu donc du comics d'Alcala. On a des pertes au niveau des peintures. La couleur n'est pas tout à fait la même. Le bouclier non plus. Il y a beaucoup de différences. Et tant mieux en fait, parce que on se rend compte que cette figurine-là, le 2019, bah voilà, c'est pas la figurine régulière, c'est une exclusivité. Je la trouve aussi, c'est assez subjectif, il faudrait que je la pèse. Légèrement plus lourde. Peut-être que le plastique est plus dense, je ne sais pas, mais ouais, je suis content de l'avoir. Franchement, c'est une très très belle pièce. Voilà, je pense que c'est aussi important de signaler. Là, je viens d'éteindre un peu de lumière. Au niveau, donc il n'y a pas que la qualité, le poids, la couleur. Voilà, sur cette nouvelle version de 2020, on va avoir une teinte de peau un peu plus orangée, alors que sur la version 2019, on a une teinte de peau qui est beaucoup plus fidèle à l'original en fait. Ça, c'est quelque chose qui est important à souligner. Et moi, c'est la teinte de peau que j'aime particulièrement. Alors, ok, les gens chipotent. Enfin, c'est pas un détail en fait. C'est la forme du visage. Ok, c'est pas tout à fait la même. Mais pour moi, la couleur de peau, c'est pas un détail à négliger. Et je suis plus gêné par cette teinte orangée que par ce visage. Voilà.
Et un autre point aussi important à souligner, ça va être donc ces orifices à la base dans le talon qui permettent en fait d'insérer ce type de plaque, par exemple. Vous voyez, ça c'est un vieux truc de chez Hasbro, mais c'est parfait en fait. Voilà, et ça va vraiment aider à la stabilité ça peut aider à la stabilité du personnage, notamment sur des personnages un peu plus frêles, comme Tila ou Démonia Evil-Lyn. Voilà. Mais bon, je pense que Mattel savait déjà ce qu'il faisait et qu'il comptait plutôt faire des points, justement, des pointes pour insérer les personnages dans les playsets, comme Château des Ombres ou Snake Mountain et Eternia par la suite, quoi. Le bouclier, très différent du vintage. Voilà, il se met comme ça, il est un peu plus dur à mettre. Il tombe de temps en temps, mais une fois qu'on l'a mis de manière assez ferme, il tient bien. Voilà. On lui retrouve une main ouverte. Il n'y a pas d'autre accessoire en fait au niveau des mains ou de la tête. Il n'a rien du tout dans ce paquetage. Voilà. Et puis les armes en fait, les accessoires pardon, sont dans une poche derrière je l'avais mentionné, dans une poche derrière le personnage, derrière son insert en fait. Voilà, bien à l'abri. Ok. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup de temps passé pour parler de ce petit gars-là, Musclor. Mais je tiens à le remercier personnellement, quel que soit son nom, Musclor, Iman. D'ailleurs, en fait, dans tous les pays, parce que les maîtres de l'univers ont été distribués, c'est une gamme distribuée dans beaucoup de pays. Il n'y a qu'en France qu'on a changé son nom, Iman. Il n'y a qu'en France qui s'appelle Musclor, où il y a eu, je pense que c'est une décision marketing de Mattel France, évidemment, mais ça tient du génie, en fait, puisqu'ils se sont dit, ouais, Iman, ça veut pas dire grand-chose. Alors, ils ont gardé le suffixe or, provenant de chez Skeletor, en fait. Et d'autres personnages, puisque la gamme aux États-Unis était déjà avancée. Et du coup, ils ont cherché un adjectif qui qualifiait le personnage, de baraquer, donc musclor. Je pense que ça a été créé comme ça. Mais c'est sûr, à coup sûr, une décision de Mattel France, puisque je pense pas qu'ils auraient eu, chez Mattel US, la jugeote de changer le nom pour les Français. Mais ouais, pour moi, ça tient du génie. Et à mon avis, c'est pas une personne. Il faudrait que quelqu'un fasse la recherche. Je le ferai pas, moi. Mais c'est pas l'idée d'une personne, mais plutôt une idée conceptuelle d'un groupe au sein de Mattel France, quoi, pour renommer ce personnage iconique que j'apprécie particulièrement, parce que moi je suis féru de culture, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films, quelques séries, j'ai lu énormément de Marvel des années 60 jusqu'à nos jours, voilà, et de tout confondu, de tout support artistique, de toute classe de personnages et de tout. Non, c'est vraiment Iman Musclor qui reste mon favori parce qu'il a quelque chose, je trouve vraiment immaculé à comparer aux autres, quoi. Et ça, je le trouve super. Alors on peut dire oui, Superman, parce que voilà, ils ont à l'époque, ils ont créé le personnage intouchable. Mais Musclor, il y a quelque chose de différent, de plus naturel, de plus barbare, et c'est ce qu'on aime en fait. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis on va enchaîner avec un second personnage issu de la première vague des Maîtres de l'Univers Origins.